te présenter Je voudrais juste annoncer qu'il y aura une réception en fin d'après-midi à laquelle tout le monde est convié. Nous suivons la belle tradition française d'appeler ça un apéritif dînatoire. Alors, faites-en ce que vous voulez. Si vous voulez un apéritif, buvez. Si vous voulez dîner, piquez ce qu'il y a. Mais tout le monde est invité. Et si vous avez donc des réservations de restaurants pour 7h ou 7h30, téléphonez et remettez, s'il vous plaît, votre réservation à un petit peu plus tard. Nous n'avons pas mis ça sur la fiche pour des raisons évidentes. Donc, c'est mon grand plaisir maintenant de présenter Judy Miller, qui est déjà intervenue dans ce colloque, mais je sais que le public a un peu changé depuis hier matin. Judy est une collègue dans le département de français de NYU. Elle est spécialiste de littérature et théâtre contemporain et elle travaille notamment sur la culture subsaharienne qu'elle fait connaître dans le monde anglophone grâce à son activité de traductrice. Elle traduit actuellement les pièces de 2 des membres de sa table ronde et la discussion qu'elle contribuera des perspectives nouvelles, j'espère, et importantes au dialogue que nous avons entendu évoluer au cours de ces 2 journées sur le statut global ou non global du théâtre français contemporain. Merci. Merci Sarah. Bon après-midi tout le monde. J'espère que tout le monde est réveillé, ça va très bien. Bon. Alors, je vais dire nous, comme si j'étais la reine, ou comme si je parlais pour nous tous. Hein? Plutôt pour nous tous. Et donc, nous sommes très heureuses, pour nous tous, hein? Pourquoi pas, d'être ici avec vous cet après-midi pour continuer notre conversation autour du théâtre en France. Autour de la question de la mondialisation du théâtre, cette notion du théâtre global theatre, et surtout en ce qui nous concerne autour de la question du théâtre dit francophone et de la diversité de la scène française. Et finalement, de la traduction du théâtre dans sa forme la plus entendue, c'est-à-dire textuelle, mais aussi par rapport au champ de la réception du théâtre en France, c'est-à-dire une sorte de traduction culturelle. Et donc nous allons commencer par cette discussion qui avait déjà été amorcée à la fin de ce matin sur la notion de diversité, les changements de représentation sur la scène française en France. Et puis on va terminer par quelques notions sur la traduction, assez long moment, j'espère. Et puis, comme je sens, j'ai l'impression qu'il y a encore plein de questions et des choses à résoudre. Peut-être qu'on va s'arrêter pour que vous posiez les questions que vous avez encore à poser et qu'on n'a pas pu, donc une discussion qu'on n'a pas pu amorcer en fin de matinée. Donc, mais avant que je ne commence par les questions, je vais présenter donc les panélistes. Donc, je suis ravie de vous présenter 3 personnes qui œuvrent dans ces domaines donc, de la francophonie soi-disant et de la traduction depuis un bon nombre d'années, et avec qui je travaille, comme Sarah Kay a dit, depuis une assez longue période, étant traductrice de certains textes de Kofi, textes de théâtre, et en fait, de Gerty, je traduis un roman. Et Gerty Damboury, donc, est auteur d'une douzaine de pièces de théâtre. Elle est romancière, comédienne, metteuse en scène et traductrice de l'anglais en français. Gerty Damboury est guadeloupéenne, mais elle travaille et elle vit en France depuis un certain moment. Et l'année dernière, cette année même, au mois de janvier plutôt, elle a reçu le prix Carbet pour ses contributions à la littérature caribéenne, notamment pour son ouvrage « Le rêve de William Alexander Brown ». Kofi Kwale est aussi un romancier et auteur de quelques 25 pièces de théâtre. Les pièces de Kofi sont traduites et jouées dans plusieurs langues,
par exemple l'italien, le polonais, le turc, l'anglais, l'espagnol. Il a reçu de nombreux prix, y compris le Grand Prix ivoirien des lettres du gouvernement de la Côte d'Ivoire, son pays d'origine, comme on dit. Il vient de terminer une nouvelle pièce basée sur l'œuvre de Jean-Michel Basquiat. Laurent Mulézen est le conseiller littéraire et théâtral de la Comédie Française, directeur de la maison Antoine Vitesse, qui est responsable de la traduction en français des pièces écrites dans quelques 27 langues. Donc c'est un diffuseur de théâtre un peu partout en Europe et un découvreur, quelqu'un qui fait découvrir le théâtre. Par exemple, chaque été à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, lors du festival. Laurent est aussi un traducteur et j'ai compté quand même ses titres ce matin. Il a traduit quelques 80 pièces. Mon Dieu. Ouais. Voilà. Alors, donc, je voudrais commencer cette discussion en lançant une question pour qui veut y répondre. Et ça c'est la question des signes que la société... En pensant que le théâtre français est un théâtre quand même qui capte dans son fonctionnement la société française, est-ce qu'on voit dans le théâtre en France de nos jours des signes que la société est en train de bouger? Voilà. Bon, si vous je commence. Je ne crois pas, franchement, parce que ce matin, on a parlé de diversité. Sauf que le mot diversité est souvent, pour moi, c'est un mot ligne Maginot. C'est-à-dire, ce sont des mots qu'on pose pour protéger quelque chose. Parce que finalement, on est tous divers. Donc, ce n'est pas pourquoi on fabrique un mot qui nous englobe tous. Donc, la diversité, telle que c'est utilisé, éloigne, distingue, et voilà, ne crée pas du vivre ensemble, mais du vivre à côté les uns des autres. Quant au théâtre lui-même qui est pratiqué, c'est vrai qu'il y a de plus en plus, on en voit, hein, parce qu'à un moment donné, il faut poser les choses, c'est qu'il n'y a pas tant de créateurs africains ou maghrébins que ça. Proportionnellement, on pourrait dire que oui, il y a une présence de cette communauté sur les plateaux français, mais la question n'est pas celle de la présence de ces personnes-là, c'est le théâtre dans sa globalité. Est-ce que le créateur, l'auteur, le metteur en scène français dit de souche, puisque c'est hélas une terminologie à la mode aujourd'hui, est-ce que le théâtre qu'il fait se préoccupe de cette diversité de la société française, puisque c'est le théâtre qui est le plus représenté après tout? Et si je me réfère à ce que je vois, non, puisque on parle souvent... Je me rappelle une fois, on faisait un colloque autour de mon travail, et avant, on a demandé aux gens, oui, ce serait bien, enfin ceux qui devaient financer, ils devaient dire, oui, on veut financer, mais il faudrait qu'il y ait de la porosité. C'est-à-dire, en clair, il faudrait quand même qu'on parle aussi, dans ce colloque, de Miniana, d'Olivier Pi, je sais que tu n'en as pas besoin, mais peu importe. Et puis, ces auteurs n'en ont pas besoin, mais les autres voulaient de cette porosité-là. Et je me suis demandé, mais est-ce qu'on aurait posé la question dans l'autre sens? Parce que la porosité, elle est valable pour tout le monde. Pourquoi on attend toujours de ce qu'on appelle la diversité de la porosité, alors même que, de par leur histoire, de par leur construction historique, ils sont au cœur même de la porosité. Ils sont la porosité elle-même. On n'en a pas à leur demander. Le fait même de leur demander montre qu'on les met à distance. C'est comme si ils sont toujours en situation de payer une espèce de tribut. Donc, lorsqu'on sort de ça et qu'on prend le théâtre écrit par les Français dits de souche, l'espérance que j'en ai, c'est que ça ne parle pas de la société française, de mon point de vue. Ça parle toujours d'une société française du point de vue d'il y a 50 ans, comme si la société n'avait pas évolué, comme si on ne côtoyait pas toutes sortes de personnes. Donc,
C'est dans la nature même des œuvres qui sont proposées qu'il n'y a pas de diversité, qui continue à fonctionner comme si nous étions encore en 1950. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un théâtre contemporain, c'est évidemment contemporain. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que souvent, lorsqu'on demande à des auteurs issus de la diversité d'écrire quelque chose, ce qu'on attend d'eux, ce n'est pas du contemporain, mais c'est de l'actuel. Or, cet actuel est fait pour mourir très vite. Donc voilà, de mon point de vue, peut-être que je me trompe, je n'en peux pas parler encore, on ne peut pas dire que ce théâtre-là reflète la société française dans son ensemble. Le cas s'est posé il y a quelques années pour la télévision. Et aujourd'hui, la télévision française a fait l'effort de présenter un visage qui ressemble à la France dans sa globalité. Or, il y a un espace qui s'en échappe, qui s'en absout. Pour le moment, c'est le théâtre. Parce que, voilà, pour toutes sortes de raisons qu'on pourra peut-être analyser, pour moi, c'est un espace qui est encore blanc. Oui. Bon, nous savons qu'il y a des espaces qui sont des espaces non blancs, parce qu'il y a quand même des théâtres qui sont créés, des espaces pour le théâtre, qui viennent d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais ça, c'est aussi une forme, comme le tarmac, par exemple, mais ça, c'est aussi une forme de ghettoisation. Ou ça pourrait être compris comme ça. Ça, c'est Julien qui va Moi, répondre, parce que moi, ça va. Attends. Non, mais c'est vrai que j'avoue que ça fait presque 20 ans, si ce n'est plus, puisque la première fois que j'ai été interrogée sur la question de la francophonie, c'était par Sylvie Chalaï en 1992. Donc ça commence à faire un moment que sur la question de la francophonie, j'ai exactement la même position qui n'a pas varié. C'est que la France ne peut pas s'abstraire de la francophonie. C'est le même système que la diversité, c'est-à-dire que quand on définit quelque chose qui s'appelle la francophonie, dans laquelle au départ on mettait principalement les Africains au Festival de Limoges, puis petit à petit ça s'est ouvert aux Belges et aux Suisses et autres, aux Québécois, la France n'y est pas. Et d'ailleurs, pour moi, en tant que Guadeloupéenne, c'est encore un problème supplémentaire dans la mesure où je ne suis pas, je suis française depuis 1650. Donc, en principe, je ne suis pas francophone dans l'esprit des Français. Ce qui fait que je ne suis ni tout à fait française, ni tout à fait francophone. Et alors, effectivement, je suis complètement invisible. Mais je m'en fiche complètement de cette invisibilité. Moi, mon invisibilité personnelle, ça m'est fort égal. Ce qui m'inquiète, c'est davantage le refus de voir. C'est-à-dire que je ne dirais pas, depuis 2 jours, c'est un sujet, la question de la diversité, entre guillemets, qu'on a abordé par petites touches rapides, en disant on n'a jamais vu, comme Josette disait hier, je n'ai jamais vu autant d'Africains sur les scènes. Quelqu'un d'autre disait mais ça change, c'est en train de changer. Il y a comme une espèce de chose qui voudrait dire, vous avez vu, attention, on n'est pas si mauvais que ça change. Simplement, les constats, ce sont des chiffres. Et les chiffres, on les a faits. Alors, on n'a pas le droit en France de faire des statistiques ethniques, mais moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Décoloniser les arts, qui s'est créée en novembre dernier, et nous avons fait quelque chose de tout à fait interdit. Nous avons compté. Et en comptant, nous nous apercevons que le théâtre français, c'est exactement ça. Dans tous les centres dramatiques nationaux dont on a parlé hier, il n'y a pas un seul directeur de la prétendue diversité. Dans les scènes nationales, qui sont au nombre de 77, il y en a 2 qui se trouvent à la Martinique et à la Guadeloupe. Donc en fait, ils sont chez eux. Et de surcroît, à la Martinique, c'est un Africain, Hassan Kouyaté, qui se présentait pour un centre dramatique national en région parisienne, qui lui a été refusé sous le prétexte que la population ne comprendrait pas qu'on mette un noir à la tête de cet établissement. Donc on l'a envoyé à la Martinique. Dans les directions régionales des affaires culturelles, 0. Dans les comités d'experts, 0. Dans les lieux d'attribution de bourses, 0. Dans les offices nationaux de diffusion artistique, 0.
etc., etc. On pourrait décliner indéfiniment. Donc, la question qui s'est posée, parce qu'on a fait un peu de bruit depuis un peu plus d'1 an, la question qui s'est posée, c'est il faut qu'on ait des Noirs sur les plateaux. Mais notre problème n'est pas qu'il y ait des Noirs sur les plateaux, ni des Asiatiques, ni des Arabes, parce que la question n'est pas là. La question, elle est dans le fond de la réflexion de la société française sur elle-même et du théâtre français sur sa société. Et de comment une parole différente, une réflexion différente sur le monde, une expérience différente du monde, une connaissance, une expérience d'un certain nombre de conflits que nous avons vécus ensemble, une expérience de la non-résolution de certains conflits, par exemple la relation à l'Algérie, qui pose aujourd'hui des problèmes. Comment est-ce que ces questions-là peuvent être abordées par nous, ensemble? Non pas dans l'idée d'une culpabilité, d'une culpabilisation, parce que la culpabilité de qui que ce soit ne sert à rien à qui que ce soit. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que, oui, pendant 5 minutes, on peut se dire « Oh là là, on devrait faire un effort », et puis on peut oublier ça très vite. Non, c'est comment on va bâtir une société harmonieuse, précisément à un moment où on est en disharmonie de part et d'autre, tant du côté des révoltes des jeunes, de certains de nos jeunes, que du côté de ce désir absolu de remettre au centre une identité française qui est une illusion totale. Cette France-là n'existe pas. Et même d'un rêve d'une France grande, ouverte, universelle, etc., qui est encore une illusion. Une illusion sur laquelle il faut qu'on se batte, d'accord, on peut la partager, on peut avoir envie qu'elle existe, mais pour que cette illusion-là prenne corps, il faut qu'on la fasse vivre ensemble. Et c'est ça la question qu'on pose. Donc, mettre 3-4 directeurs de théâtre dont on peut même imaginer que certains d'entre eux seront suffisamment frileux pour défendre le bon papa blanc, ça ne nous intéresse pas. La question, c'est qu'est-ce qu'on demande à un artiste français d'origine étrangère, qu'est-ce qu'on lui demande de défendre comme idée de la France? Qu'est-ce qu'on exige de lui pour qu'on puisse dire qu'il est effectivement français? À quel moment est-ce qu'il devient français et pas divers? Parce que nous, la question qu'on pose n'est pas la question d'avoir des Africains sur les plateaux, c'est la question de... Il existe en France des gens qui sont nés en France depuis plusieurs générations, qui ont été formés dans des écoles françaises, qui ont fait des conservatoires divers et variés, et à qui on propose encore des formations supplémentaires pour qu'ils deviennent véritablement les bons comédiens qu'ils devraient être. Et donc ça sous-entend qu'il y a un comédien, il y a un écrivain, il y a un théâtre auquel on doit ressembler. Et ça demande à être questionné. Voilà. Je me tourne à Laurent parce que Laurent avait, pour la Comédie Française et pour parler un peu de cette activité de l'année dernière, qui ne répond pas aux questions qui viennent d'être posées, mais peut-être que ça pourrait répondre dans une façon. C'est une expérience ponctuelle, et puis je suis évidemment pas bien placé pour parler de la question de la diversité comme le font Gerty et Kofi, mais bon, je peux parler de la Comédie Française, oui, parce que au moment de la question de la représentation des minorités visibles sur les plateaux en France, évidemment, la question a été posée plusieurs fois, frontalement, à la Comédie Française, sur la question de la proportion des acteurs arabes ou noirs dans la troupe. Alors, il se trouve qu'il y a depuis une bonne 20aine d'années ou 25 ans des acteurs arabes régulièrement, mais vous le savez que traditionnellement, la Comédie Française a assez récemment, jusqu'à une 15aine d'années, puisé ces acteurs essentiellement au sein du conservatoire et donc reflétaient, enfin par répercussion, héritaient d'une situation qui existait déjà en amont, c'est-à-dire sans élèves acteurs noirs ou arabes dans les
dans les conservatoires, on ne pouvait pas en retrouver à la Comédie Française. Ça, c'est une chose qui a assez radicalement changé. Évidemment, l'entrée au répertoire d'une pièce de Marine Diaye au milieu des années 90 qui demandait la présence d'un acteur noir a donc suscité l'engagement de Bakary Sangaré, qui est là donc depuis une quinzaine d'années et qui est... et c'est drôle parce que ses camarades, je le vois très bien fonctionner au sein de la troupe. Ses camarades, les autres membres de la troupe, ne voient plus du tout en lui un acteur noir. Bakary Sangaré a joué beaucoup de rôles. Il est distribué dans Orgon, il est distribué dans Roméo et Juliette. Il a même joué la maman des 3 petits cochons dans un spectacle au studio. Il a joué aussi une femme africaine dans la pièce de Jean-René Lemoine, Ursuli Dahomey. Et quand on lui pose la question, Bakary se considère avant tout comme un acteur, et un acteur qui travaille ses rôles, et point. Là où il a pu apporter quelque chose à la troupe, mais tous les acteurs apportent quelque chose à la troupe, c'est qu'effectivement, il est africain. C'est ce que ses camarades disent, mais Bakary, il n'est pas noir, Bakary, il est avant tout africain. C'est-à-dire que sa formation, elle s'est faite en Afrique. Donc ce qu'il apporte, c'est aussi un autre rapport au théâtre. C'est très intéressant de voir comment sa tradition, sa formation, c'est fondu et c'est... il y a comme une sorte de consubstantialité entre ce qu'il est lui et ce que sont ses camarades. Puis ce sont des gens qui se voient tout le temps, qui jouent tout le temps ensemble, et il y a comme une sorte d'équilibre qui peut se créer à ce niveau-là. Bon, ça c'était juste par rapport à Bakary. Il y a eu d'autres acteurs noirs dans la troupe. On vient d'engager un jeune acteur rwandais qui s'appelle Gaël Kamilindi, qui vient d'intégrer la troupe aussi. Mais on suit en cela un mouvement qui est un mouvement, oui, il y a certainement plus de visibilité qu'il y a une vingtaine d'années, y compris dans les écoles, y compris sur le marché du travail des acteurs. On trouve des acteurs. Enfin, je crois que quand Julien Gosselin fait ses distributions, il ne s'interroge pas de savoir si les acteurs sont noirs ou pas noirs, il cherche des acteurs, quoi. Je crois que David en parlait ce matin. Bon, pour parler de l'expérience de la Comédie Française, non, c'est rien d'extraordinaire. C'est que l'an dernier, Éric Ruff m'avait proposé d'organiser un cycle de lecture qui s'appelle Lecture vagabonde, que Monique Blin, dont on n'a pas encore parlé ici, Monique Blin qui a été fondatrice du Festival des Francophonies, ça peut-être on reviendra sur la question du Festival des Francophonies, m'avait signalé, m'avait rappelé plutôt que c'était l'anniversaire de la mort de Sony Laboutancy, et qu'on s'est dit, tiens, mais ça serait vraiment intéressant qu'on rende hommage à ce génial auteur qui était Sony Laboutancy à la Comédie Française. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire un cycle de la première lecture vagabonde, c'est-à-dire la découverte de dramaturgie d'autres pays, d'autres cultures. On avait décidé de la consacrer aux pays d'Afrique subsaharienne francophone, où on écrit du théâtre en français. Et c'est de cette façon-là qu'on a donc fait 4 lectures d'une pièce de Sony Laboutancy, d'une pièce de Julien Mabiala Bissila, d'une pièce de Gustave Akakpo et d'une pièce de Hakim Bah.
mais pas parce que c'était... Enfin, je veux dire, alors, si je dois parler d'un épisode particulier. C'est-à-dire que c'était après cette fameuse journée de la colline sur la question de la diversité. Il y a eu une grande rencontre dans un théâtre parisien sur la question de la représentation et de la visibilité des acteurs issus de la diversité. Et j'avais pris le soin de demander aux acteurs qui avaient écrit des pièces des pièces avec des personnages africains, si c'était un problème que les lectures soient faites par les acteurs de la troupe, où il n'y avait que Léonie Simaga à l'époque et Bakary Sangaré qui étaient africains. Donc tout le monde m'a répondu que ce n'était pas un problème pour une lecture. Et j'avais d'abord programmé une pièce de Leonora Miano, qui m'avait dit dans un premier temps que pour une lecture, ce n'était pas un problème, mais qu'elle profiterait de cette lecture-là pour, lors du débat, poser cette question au sein de la Comédie Française de la question de la diversité. Et puis finalement, entre le moment où on a trouvé cet accord-là, c'est-à-dire je veux bien que ma pièce écrite pour des acteurs noirs soit lue par des comédiens blancs, et le moment de la mise en place de la lecture, elle s'est rétractée en disant non, finalement je ne peux pas. Je vous retire l'autorisation de lire la pièce. En dehors de ça, c'est une question intéressante, hein. Et je comprenais d'ailleurs parfaitement bien pourquoi elle le faisait. Je lui ai simplement fait remarquer qu'elle aurait pu me le dire tout de suite, ça m'aurait évité de l'écrire sur le programme, alors que finalement j'ai dû renoncer à ça. Mais finalement, cette programmation, ça a été la rencontre entre les acteurs de la troupe, enfin des acteurs de la troupe, avec des écritures qui étaient des écritures étrangères, enfin des écritures d'autres pays. Avec ceci de particulier que, évidemment, beaucoup de ces auteurs, que ce soit Gustave, que ce soit Akimba ou Julien Mabiala, c'est pas comme si on programmait des auteurs en traduction japonais, par exemple, où là, on fait vraiment un voyage. Ce sont des auteurs qui voyagent beaucoup entre la France et leur pays. Donc l'exploration de leur écriture tenait compte aussi de ces va-et-vient. Mais la manière dont les acteurs de la troupe ont rencontré ces auteurs, parce que c'est les auteurs qui venaient diriger les acteurs, et ont rencontré les auteurs, les auteurs ont rencontré la troupe, elle s'est faite comme sur la base de la qualité des textes et du plaisir que les acteurs ont eu à jouer ces partitions-là. Au-delà de ça, on n'a pas eu de questions sur le fait que... Oui. Alors oui, bien sûr, ensuite, si on devait monter une production avec des acteurs où on dit que ça se passe en Afrique, voilà. Encore que Akimba m'a dit, moi je m'en foutrais pas mal. Quant à la pièce de Gustave Akakpo, c'était une écriture c'était la suite imaginée des Danaïdes d'Eschyle. Donc c'était pas Laurent, non plus une... Vas-y. Oui. C'est-à-dire que là, dans tout ce que tu as dit, tu as parlé d'auteurs africains. Moi-même, je suis ivoirien, donc après, il serait très très heureux qu'on en parle d'auteurs africains. Et c'est souvent Bakary Sangaré est acteur africain, ainsi de suite. Je crois que pour rebondir sur ce qu'a dit Gerty, la question n'est pas 2 ou 3 strapontins de plus. La question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on fait de la parole des Noirs français. Ouais. Or, j'ai l'impression qu'il y a toute une stratégie d'évitement de cette parole-là. Parce que exhiber des Africains de temps en temps sur les plateaux pour dire « regardez, on fait quelque chose », c'est bien. Mais la question, c'est que ceux dont le destin est vraiment lié à la France, je ne dis pas qu'ils ont plus de droits que les autres, quelle est leur parole? Il y a une espèce de forclusion qui frappe cette parole-là, qui fait qu'on ne l'entend pas. Je ne suis pas antillais, mais je suis dans ce pays depuis 1979,
Et sur les scènes de l'establishment, je n'ai jamais vu un auteur antillais, au point où j'ai pensé à un moment que ça n'existait pas. Le seul, quand j'étais en Afrique, qu'on m'enseignait, c'était Césaire. Et je pensais même que Césaire était africain. J'avais dit à Taubira, Madame Taubira, un jour, que j'ai été déçu d'apprendre un jour que Césaire n'était pas africain, qu'il était antillais. Donc, Martiniquais, précisément. Donc, ma seule référence, c'était Césaire. Et j'arrive en France et je me rends compte qu'on joue, Sonny Laboutancy, on joue des Africains, effectivement, il n'y a pas de problème pour ça. Et je me dis, mais comment se fait-il qu'on ne joue pas les Antillais? On joue en revanche aussi des Haïtiens. Voilà. On a monté à Voilà. Zulda aussi à la Comédie Française. Donc, où est la parole des Antillais et des Noirs nés en France? C'est-à-dire qui sont français, qui ne connaissent pas l'Afrique et qu'on identifie toujours comme... C'est-à-dire, c'est cette parole noire française qui, de mon point de vue, est évacuée de cet espace-là. Et pour revenir aux Antillais, je veux dire, c'est en cela qu'on n'est plus dans le politique, mais dans le politicien. Pour parler brutalement, c'est que les Antillais ne servent à rien. C'est tout. Si on n'entend pas cette parole, c'est parce qu'ils ne servent à rien. Je suis désolé, Gertie, mais ça ne servent à rien. Les Africains nous permettent, nous Français, car je suis Français, il ne faut pas croire que je suis en dehors, et je souligne, et je dis en parenthèse, mais en revenant dessus, que je suis un pur produit du système français. Je ne suis pas en dehors. Je suis un pur produit de ce système-là. Mais la parole des Antillais est une parole qu'on évacue en mettant en avant soit des Haïtiens, soit des Africains, pour ne pas les entendre. Pour moi, le vrai problème est là, et je ne peux pas croire à un système qui exclut des gens sans m'en donner les raisons. On peut pas me dire, qu'on me démontre en quoi un Africain ou un Haïtien a plus de talent qu'un Martiniquais. Moi, la première personne que je vois qui est auteur, c'est Gertie. Je pensais que ça n'existait pas, à part Césaire. Et après, j'en ai découvert d'autres, des metteurs en scène, des écrivains, et ainsi de suite, qui existaient. Mais sur les scènes de l'establishment, c'est-à-dire dans l'endroit où se fabrique le patrimoine, où se décrète le patrimoine, ils sont inexistants. Alors cette parole-là aussi est destinée à construire la France, à me construire moi en tant que Français. J'ai besoin de cette parole pour qu'elle me construise. Je ne prêche pas pour ma chapelle, je n'ai pas à me plaindre du système, je vous le dis, je suis un pur produit du système. À n'importe quel moment aujourd'hui, j'ai une pièce qui est répétée ou jouée quelque part en France. Donc ce n'est pas le problème. Mais cette parole-là, je trouve que c'est scandaleux qu'on n'entende jamais. Donc, comme les Africains, et là je reviens aux fameux Africains qu'on monte sur les plateaux, c'est parce qu'ils nous permettent à nous d'écrire le roman de notre générosité. Et quelque part aussi de nous donner l'illusion de l'Empire. Dans un monde où il y a tellement de déflation des mythes, ça nous permet de reconstruire, même virtuellement, l'illusion de notre... Donc ils servent à quelque chose. Mais les Antillais, eux, évidemment, on ne peut pas dire que la France a été généreuse puisqu'elle a fait par rapport à elle-même. Donc le problème est politicien, il n'est pas politique. Au sens théâtral du terme, évidemment. Gertie, tu veux répondre à ça? Non, je suis absolument catastrophée de découvrir que nous ne servons à rien. Mais en fait, ça fait tellement longtemps que je le sais que, bon, allez, une petite couche supplémentaire, c'est pas bien grave. Oui, ben, tout ce que je voulais dire, parce que je n'ai pas grand-chose non plus à contribuer là-dessus, mais je vois il y a un changement démographique en France qui est très grand depuis 30 ans. Hein, et donc ça aussi fait une différence énorme. Et alors, comme on en avait parlé il y a quelques jours, et comme Sylvie Chalaï a remarqué ce matin, il y avait un moment où il y avait ces grandes compagnies de Jean-Marie Serrault, même la compagnie de Peter Brook avait des comédiens de tous bords. Si Bakary Sangari est à la Comédie Française maintenant, c'est parce qu'il a été introduit en France par Peter Brook. Hein. Peter, oui. Et puis on n'a pas du tout évoqué Ariane Mouchkine, qui elle aussi avait une compagnie quand même de gens qui venaient de partout. Ou Armand Gatti qui jouait. Oui. J'ai retrouvé récemment chez la mère de mon compagnon, qui est chinois, d'origine chinoise, j'ai retrouvé une série de textes qui étaient publiés à l'époque par le TEP. Et dans ces textes, il y a un texte d'Armand Gatti. Donc, en fait, ce sont les programmes. À l'époque, il y avait le programme, il y avait le texte. Avec le programme, il y avait la photo de tous les comédiens. Et j'ai compté. Et il y avait
sur une distribution d'environ 25 personnes, il y avait 12 Africains, Antillais et Maghrébins, avec leur visage, leur nom, etc. Et ce sont des noms qu'on a entendus, nous, tout le temps. Yvan Béjoff, Toto Bissat, etc. Mais on était dans un autre cas de figure politique et historique, absolument, oui. Où le combat était clair. Ou peut-être il y avait moins d'individualité qui s'opposait. Oui. Oui. Et là, on est dans une situation où il y a quand même une société multiculturelle qui est la France, qui ne peut pas le dire et qui ne peut pas agir selon... Et je ne sais pas si c'est en pensant à ce qu'on avait dit ce matin par rapport à l'universel, que je trouve une très bonne idée, mais quand même à l'intérieur de cet universel, il y a une diversité qui n'est pas représentée. En fait, nous avions 3 jours de rencontres à Rouen, le 11, 12 et 13 octobre, au Centre dramatique national de Rouen. Une rencontre avec des gens qui font partie d'un outil qui a été créé par le ministère de la Culture qui s'appelle le Collège de la diversité et toute une flopée de directeurs de l'Office national de diffusion artistique. Et donc, moi, on m'avait donné comme tâche d'écrire un texte sur comment agir sur les structures étatiques. Et donc, je suis allée analyser un peu comment fonctionnait le service public. Et il se trouve que le ministère de la fonction publique a commandé, le Premier ministre a commandé un rapport à un prof d'université de Marne-la-Vallée sur la présence de la diversité dans la fonction publique. Et là aussi, les résultats de cette étude sont absolument brutaux. Et donc, en fait, on ne peut pas juste parler du théâtre comme si ce serait un espace à part de la société. Oui. Le théâtre reflète la société telle qu'elle est organisée. Et les études qui ont été faites nous disent qu'il y a environ 30% de la population française, 30% de la population française qui est non blanche, pour aller vite. Hein. Ils ne sont pas de souche, entre guillemets. Et on constate que les Africains d'origine subsaharienne nés français, pouvant passer des concours de la fonction publique française, ont 29% de chances de moins, qui que ce soit, d'être admis au concours. Et ça repose sur des tas de choses. Ça repose sur ce qu'on attend, ça repose sur les oraux, ça repose sur des tas de petits éléments qui sont déterminants et qui se produisent avant même le concours. C'est-à-dire que quand on dit qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui accèdent au conservatoire, c'est vrai qui accèdent au concours, c'est vrai qu'avant d'accéder au concours, il y a toute une stratégie de discrimination silencieuse qui sont mises en place. Je prends l'exemple, pour ne pas parler de la culture de la justice, il y a un concours spécifique à passer pour entrer au niveau des magistrats, qui demande d'avoir fait un stage particulier. Et pour faire ce stage particulier, il faut être recommandé par ceci, cela, ici et là. Et donc, en fait, il n'y a personne de la diversité, entre guillemets, qui accède à ce concours, tout simplement. Donc, c'est tout l'ensemble de la société qui est concerné. Et je pense que ce serait on ne peut pas accuser le théâtre simplement, mais le théâtre ne peut pas récuser sa participation à la société et son fonctionnement qui est calqué sur l'organisation de la société. Oui. Enfin, j'aimerais ajouter quelque chose sur le plan historique. Il faut aussi reconnaître que, parce que lorsqu'il y a eu ces débats, on a fait les gros titres, le théâtre français est-il raciste? Je pense qu'il faut sortir ça de la tête. Ce n'est pas du racisme. C'est trop simple de coller du racisme à tout. C'est tellement grave le racisme qu'on ne peut pas coller à tout. Il n'y a pas de racisme. Il y a un fait qui fait qu'il y a une situation dont les gens qui sont aujourd'hui, qui font le théâtre, l'establishment, ont hérité. C'est le fait que le théâtre français n'a jamais pensé le noir. Ça n'a jamais pensé. Je prends toute son histoire. Il y a eu, au XVIIIe siècle, il y avait des personnages noirs, mais ce n'étaient pas des personnages au sens complet du terme. Donc c'est un théâtre
Donc l'homme de théâtre, en tant qu'homme de théâtre français, n'a pas dans sa structure mentale le noir. Ça n'existe pas. Quand moi j'étais à Blanche, parce que c'est dire à quel point je suis un pur produit de ce système, j'ai fait la rue Blanche, et j'entendais tout le temps, on me disait, oui, c'est quand même difficile pour vous les comédiens noirs parce qu'il n'y a pas de nom dans le répertoire. Oui, c'est vrai, mais c'est un fait. Moi, les Ivoiriens n'ont jamais pensé non plus les papous. Ça ne fait pas des méchants, c'est simplement un constat. C'est le constat que le noir n'a jamais été pensé. Et c'est aussi pour cela que Shakespeare, Othello, pose autant de problèmes en France. Parce que Othello, c'est un ovni pour le théâtre français. Donc, on va utiliser beaucoup d'argosy pour dire, oui, il y a ceci, il y a cela, donc c'est un blanc, ça peut être un blanc, comme si à un moment donné, on sort de la catégorie du noir pour devenir blanc. Et Othello, il est sorti de la catégorie du noir pour devenir blanc. Donc, les gens qui ont hérité de ça aujourd'hui essaient, sans doute, pour le moment, de mon point de vue, ils font ce qu'ils peuvent, on découvre, et en plus, nous sommes dans un secteur qui est excentré par rapport à la société, parce que le théâtre, c'est un secteur excentré. Du coup, bon, on peut faire ce qu'on veut, mais les gens essaient de se débrouiller, mais je suis certain que soit le noir est perçu comme un ovni, enfin, dans le théâtre, hein, je ne parle pas dans la société, mais aussi comme une superstition. D'où le recours systématique aux Africains. Parce que les Africains, tels que ils sont proposés sur le plateau, le théâtre qu'on leur permet de mettre sur le plateau est un théâtre qui fixe l'Africain dans l'être et qui ne l'inscrit pas dans le devenir. Et c'est peut-être aussi cela qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on continue à penser que le noir ne devient pas. Lorsqu'on prend les pièces de l'époque de Suleiman Colli, en passant par Sony jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que les spectacles qui sont admis sur les scènes de l'establishment donnent une certaine vision de l'Afrique où l'Afrique parle à l'Afrique. Or, je ne comprends pas pourquoi on invite des gens pour venir me raconter leur histoire. Moi, j'invite des gens pour qu'ils me mettent en crise. C'est ça le théâtre. C'est une cérémonie où on vient pour être mis en crise. Mais si j'invite des gens simplement pour qu'ils viennent me raconter leurs problèmes ou leurs joies, c'est bien sympathique. Mais je ne vois pas quel est le dialogue que j'ai produit à ce moment-là. Il n'y a pas de dialogue. Il y a une espèce d'effet de cirque où je viens de regarder des gens me proposer leur joie ou me montrer leur peine. Non. Et c'est aussi pour ça que je dis que la parole des Noirs en France est capitale, pas parce qu'elle est plus importante, elle est capitale. Quand ma fille était petite, je lui donnais du poisson. Mais du poisson pané. Elle adorait. Et puis un jour, je lui ai montré un poisson, un vrai poisson avec des épines. Et depuis, elle n'en mange plus. Mais parce que pendant longtemps, elle a pensé que le poisson, il n'y a pas d'épines. C'est rassurant. C'est quelque chose de rassurant. Et la parole noire, parce qu'elle ne peut pas parler que de la France, elle ne peut parler que à partir de la France, elle est forcément une parole où on trouvera des épines. Et c'est pour cela qu'il y a toute une stratégie d'évitement de cette parole, parce que, comme le théâtre aussi est devenu un espace qui n'est plus un espace dangereux, où on vient, dans un effet de miroir, comme à l'époque des bourgeois du vaudeville, on vient rechercher cela. Il n'y a plus de crise, on ne vient plus pour être mis en crise. Donc ce théâtre-là, dit africain, convient très bien, parce que ça entretient tout ce que j'ai dit, le mythe de la générosité, de l'empire, mais aussi ça permet de ne pas avoir d'épines. Oui. Voilà. Mais pour rebondir là-dessus, il me semble, tu me diras si je me trompe, Kofi, mais toi, tu es quand même un exemple du contraire de ça. C'est-à-dire que, pour citer les choses un peu, de façon un peu brute comme ça, lorsqu'on donne certaines de tes pièces à lire ce qu'on appelle en blind test, c'est-à-dire sans que le nom de l'auteur soit indiqué, on ne peut pas savoir que c'est une pièce écrite par un auteur né en Côte d'Ivoire, tu vois. Et il me semble qu'aujourd'hui, enfin ça c'est ce que je voulais dire aussi sur l'expérience qu'on a faite l'an dernier, les pièces d'Hakim par exemple, ou même le théâtre de Gustave dans son évolution, qui a une nouvelle tendance qui est en train de se dessiner, qui n'a d'abord plus comme référent les écritures en France, mais qui a placé le centre, qui ne se considère plus comme étant à la périphérie par rapport à un centre, mais qui se considère elle-même comme étant son propre centre.
une pièce comme La Nuit porte caleçon ou d'Hakim, c'est une pièce qui se passe dans un pays où on prépare la Coupe du Monde. Alors, il y a des personnages il y en a un qui devient flic et puis qui va chasser un autre gars aussi malheureux que lui, qui est devenu vendeur ambulant, et puis ça se finit par un meurtre. Et puis, mais le regard de... Enfin, ce n'est plus le rôle dévolu à l'auteur africain de parler de l'africanité, si ce mot-là peut encore dire quelque chose, ou veut encore dire quelque chose. Et puis il y a aussi, ce que je voulais rebondir là-dessus, c'est aussi tes propres déclarations sur puisque tu parlais au début de ton intervention des mots qui posent des frontières, l'invention de la ligne Maginot, l'invention de la francophonie, en est une aussi, et une sacrée, je veux dire, oui. De dire aux auteurs, et dans les comités de lecture, et dans certains comités de lecture de théâtre, ça existe effectivement, on reçoit la pièce, et on fait « Ah oui, c'est très bien ». Enfin, ça, c'est plutôt quelque chose pour le festival de Limoges, c'est-à-dire aller au festival de la francophonie, parce que là, tout à coup, il y a un espace réservé. Et vous étiez, ça fait quelques années déjà, bien révolté contre ça, et à juste titre. Ah, pas moi. Ah non, lui, il était en plein dans la francophonie. Hein. Moi, jamais. Non, c'est pas vrai. Non, mais blague. Voilà ce que tu disais, Laurent. C'est une anecdote pour voir aussi à quel point le système peut se montrer incohérent. C'est vrai que ce qu'on m'a reproché pendant longtemps, puisque bon, je dis que maintenant les pièces sont jouées, il n'y a pas de problème, et pendant longtemps, et pourtant j'étais africain. Mais justement, je n'étais pas africain dans l'écriture. Comme si... Oui, tu n'es pas assez africain. Voilà. Donc, il y avait des gens qui me connaissaient mieux que moi-même, qui savaient à quel point on était, jusqu'où on était africain, et jusqu'où on cessait d'être africain, et ainsi de suite. L'anecdote, c'est qu'à un moment donné, il y a un directeur de théâtre qui m'a écrit, m'a dit « J'ai entendu parler de votre travail, j'aimerais lire quelques-uns de vos textes ». Je lui envoie quelques-uns, il en lit, au bout d'un mois, il m'appelle, il me dit « Ah, ça y est, j'ai trouvé parmi les textes que tu m'as envoyés, il y a un qui m'intéresse beaucoup, j'aimerais le monter, mais avant, on va faire une lecture dans le théâtre, on fait une lecture, la réception est plutôt bonne. On va dire, ok, c'est essayé, c'est emballé, on va monter. Donc, moi, je vais vadrouiller. Au bout de 3 mois, je n'ai pas de ces nouvelles. Je me dis, bon, je vais l'appeler quand même, connaissant les mœurs du milieu, je vais l'appeler quand même, pour savoir où il en est. Il me dit, ah oui, c'est vrai, c'est que tu sais, j'étais très emballé, hein, mais... parce que ça se passe en province. Le conseil régional, le conseil municipal ou départemental, enfin un conseil, celui qui finance, a dit c'est quand même bizarre ton projet, parce que dans ce théâtre, on n'a jamais joué d'auteur noir. Et là, tout d'un coup, comme ça va faire bizarre. Voilà, il fallait commencer progressivement. Donc là, tout d'un coup, un noir comme ça, ça peut paraître il faut y aller bizarre. Progressivement. Voilà, ça peut paraître bizarre. Alors même que ce qu'on me reproche, c'est de ne pas écrire comme un noir. Mais là, soudain, je suis devenu un noir ou un africain. Et moi, ce que je voulais dire... Ce qu'il se réfère, c'est le nom. Ce que je voulais... Si j'avais mis... voilà. Ce que je voulais dire, moi... un truc comme ça, peut-être ça passerait. Oui. Voilà, mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'incohérences. C'est pas grave, on est humain, donc l'incohérence aussi fait partie de nous. Non, ce que je voulais juste souligner, c'est que par exemple, dans le cycle de l'an dernier, tout à coup, on a lu Les Éternels éphémères de Gustave, et effectivement, moi, j'ai été... Parce que je m'attendais un peu à ça, à ce que les gens me disent, mais ça ne ressemble pas à une pièce d'un auteur africain. Parce qu'effectivement, c'est calqué sur le modèle de la tragédie grecque, et c'est une écriture. Mais et c'est là où je sentais qu'il y a une ligne de front qui bougeait. Ça n'a pas été... Ça n'est à aucun moment, ni par les acteurs, ni par le public, ni à l'intérieur de la maison. On est quand même à peu près 250, et puis les gens sont au courant de ce qui se fait, de ce qui se programme. À aucun moment, la question s'est dit, tiens, la pièce de Gustave, ça ne ressemble pas à une pièce écrite par un Africain. Tout à coup, c'était une pièce que les acteurs avaient envie de lire parce qu'ils la trouvaient magnifique. Voilà. Je veux juste dire ça. Mais comment tu définis une pièce écrite par un Africain ? Ben justement, moi je ne définis pas ça. Moi je ne définis pas ça.
Je définis pas ça. Leonora Miano m'en a donné une. Leonora Miano m'en a donné une définition en me disant c'est une pièce. En me disant la pièce que j'ai écrite doit être interprétée par des comédiens noirs parce que ça parle donc d'un problème de. Mais elle a une vision, elle a une mission particulière, c'est de faire connaître l'esclavage et les ravages de l'esclavage, le traumatisme de l'esclavage chez les Africains. Mais moi, il y a un mot qu'on n'a pas encore abordé du tout depuis le début de ce débat et qui est quand même dans la... Pour faire le lien avec la notion d'universalisme de ce matin, c'est que l'universalisme français s'est quand même heurté à un certain nombre d'écueils au cours de son histoire. Ce qui ne veut pas dire que l'universalisme n'est pas une bonne idée en soi, mais un de ces écueils quand même majeur, c'est la question du colonialisme et du post-colonialisme et du néocolonialisme. Ça pourrit on en est quand même encore à des débats avec des hommes politiques qui ont des responsabilités présidentielles en France, qui parlent quand même le bon côté, etc. On n'a toujours pas réglé ce problème-là, et je me demande, mais peut-être que là c'est un débat qui nous mènerait beaucoup, beaucoup trop loin, si la difficulté que la France a d'être au clair avec cette question-là n'est pas aussi la source de cette difficulté. Bien sûr, parce que les questions qu'un metteur en scène français se pose, c'est justement, oui, mais jusqu'où cet auteur est noir. Or, bon, j'ai la chance, à travers la traduction, j'espère qu'on va en parler, d'être joué ailleurs qu'en France. Et les metteurs en scène qui sont en Turquie, par exemple, qui prennent mon texte, ils ne se demandent pas, il est noir jusqu'à quel point? La question qu'ils se posent, elle est simple, elle est politique. En quoi le texte que je tiens entre les mains propose un espace de partage avec la communauté qui m'entoure? Voilà la question. Mais il ne se dit pas, oui, mais est-ce qu'on verra vraiment que j'ai monté un auteur noir, un auteur africain, ainsi de suite? Non, il pose une question qu'on pose pour n'importe quel auteur. Et Olivier Pire le rappelait, on ne se demande pas, lorsqu'on est avec Kafka, s'il est autrichien ou s'il est tchèque. Mais il se trouve que cette question se pose soudain pour les auteurs africains ou les auteurs noirs. Mais est-ce que cette question ne se pose pas aussi en partie parce qu'on cherche des solutions à ce qui se passe dans la société et on espère en trouver dans ces textes? Donc c'est peut-être en partie pour ça, hein. Je ne sais pas si on cherche, dans ces textes. On ne cherche pas dans les textes. Hein. On cherche à mettre sur le plateau des gens pour dire, voilà, calmons la société, parce que voyez, nous sommes ensemble et nous sommes là. Donc, ce n'est pas dans les textes qu'on cherche quelque chose. Précisément, les textes sont très divers. On ne peut pas juste dire, voilà, c'est un texte écrit par un Africain ou un Maghrébin ou un Asiatique. Ces textes-là peuvent être très, très différents les uns des autres et ne traitent pas forcément non plus directement de la question du colonialisme, etc. Oui. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est tout simplement, je pense que dans des situations historiques ou politiques particulières, il y a une sorte de pression supplémentaire sur certains gens qui sont censés représenter une position par rapport à la situation. Voilà. Je pense que le système français, c'est pas ça, c'est le contraire. Parce que ce que tu dis, à l'époque, je venais beaucoup au LARC, ils avaient présenté Big Shoot. C'est vrai aux États-Unis. Hein, voilà, justement. On avait présenté Big Shoot et Diaz à l'entracte. Il y a une jeune femme qui est venue me voir, c'était une africaine-américaine, elle était autrice, je ne sais pas comment on dit. Comment tu me dis? Comment on dit? Autrice. Tu peux dire les deux. Auteur. Alors, si tu dis auteur... Avec un E. Elle est auteureux. Et elle m'a dit, elle m'a dit oui, qu'elle aimait ce que je faisais, qu'elle avait envie, non pas d'écrire comme moi, mais d'écrire ce genre de théâtre où elle ne soit pas obligée d'aborder la question noire de manière aussi frontale. Et qu'elle, en tant qu'Africaine-américaine, le système dans lequel elle est, pour avoir les applications, c'est comme ce qu'on appelle, il faut que les textes qu'elle propose
parle explicitement de sa communauté. Et que son rêve, c'est de pouvoir écrire ce que, pas dans mon style, mais le genre de pièce où elle peut parler de la récolte des pommes de terre, c'est pas moi dans l'Ohio, je sais pas si on fait de la pomme de terre là-bas, mais enfin, de sujets qui l'intéressent, que de toute façon, on ne peut parler que de sa condition noire, même en parlant des pommes de terre, voilà, des pommes de terre. Et que c'était bien en France, je dis oui, c'est bien, mais en même temps, moi en France, on me reproche justement de ne pas parler juste de mes questions noires, alors même que je ne fais que ça. Sauf que je ne parle pas selon les modalités habituelles, et que comme les gens ont une vision, savent déjà ce qu'est le noir, et qu'ils ne retrouvent pas le noir qu'ils savent dans ce que je fais, finalement, je ne parle pas des noirs. Donc, voilà, c'était pour ajouter quelque chose. Je crois que la question dont tu parles, là, à propos de la société, de la crise, etc., elle concerne plus directement encore les Maghrébins. Oui, c'est-à-dire qu'on va s'attendre à ce qu'ils écrivent des choses sur le voile, sur, voilà, etc., etc. Et il y en a qui le font. J'ai rencontré il y a 2 jours, d'ailleurs à Rouen, une jeune femme qui disait « Moi, je ne me suis jamais intéressée au voile, mais comme il y a des femmes voilées dans les rues maintenant, j'ai fait un truc pour les Français. » C'est dire, ça a au moins l'avantage d'être clair. On voit le travail poétique qu'il y a derrière. Mais moi, je rajouterais à ce que dit Kofi, cette espèce de choses extrêmement compliquées à vivre en France, qui est à la fois que la question du racisme, des discriminations, des apparentes, des discriminations qui ne sont pas des ségrégations, mais qui finissent par créer ce que notre Premier ministre a appelé un apartheid social. Puisque, voilà. C'est difficile à aborder. Et donc, du coup, il y a un bouc émissaire parfait, c'est les États-Unis. C'est-à-dire que chaque fois qu'on aborde la question du racisme en France, c'est aux États-Unis. Voilà. En ce moment, il y a une très, très grosse exposition au musée du Quai Branly qui s'appelle ligne de couleur noire, ligne de couleur, et qui parle de la ségrégation aux États-Unis. Mais ça c'est quasiment inimaginable de penser qu'il pourrait y avoir une exposition du même genre concernant les questions raciales, de discrimination en France. Bon. Alors, à la fois, on ne veut pas parler de ça, mais à la fois, si on pouvait en parler, ce serait bien parce que ça permettrait de... Et donc, en fait, on est dans une espèce de contradiction permanente qui est entre des gens qui ont le désir de rencontrer d'autres écritures et qui n'ont pas envie de rencontrer ces écritures dans des moments spécifiques de rencontre d'écriture réservés aux Noirs. Bon, voilà, le truc spécifique fait pour... tiens, si on parlait de l'Afrique, ou si on parlait de l'Asie, ou si l'année de la Corée, etc., etc., il y a plein de gens qui refusent d'entrer là-dedans parce que ce qui les intéresse, c'est une esthétique, une poésie, etc. Et donc, ceux qui ont une esthétique ou une poésie, mais qui en même temps sont noirs ou maghrébins, passent inaperçus parce que, voilà, ils sont dans cet entre-deux. Oui. Voilà. Je sais qu'on a plein de choses à se dire, et puis c'est aussi, on va parler de la traduction parce qu'on ne va jamais résoudre cette situation. Hein. C'est paradoxal, c'est contradictoire, c'est très compliqué, et puis c'est en train de bouger beaucoup, je pense, hein, aussi. Je voulais peut-être juste ajouter une dernière chose, mais ça serait aussi l'objet d'un débat, c'est qu'il y a une question en France qui a longtemps agité la société française jusque dans les années 70, qui s'appelait la lutte des classes et qui n'existe plus. Et qu'il y aurait toute une interrogation spécifiquement sur la France à faire entre la lutte des races et la lutte des classes, si je devais résumer ça un peu grossièrement. Mais c'est juste pour le signaler. La disparition complètement artificielle de la question de la lutte des classes en France a réveillé aussi des démons
qui sommeillait derrière cette question-là. Et c'est important de le souligner. Oui, absolument. Dans l'histoire politique de la France, en tout cas. Oui. Bon, alors, tournons plutôt à la question de la traduction. Et on va ouvrir, donc, bien sûr, le débat. David a une question tout de suite, oui. Si, ben on allait parler de la traduction. On pourrait parler de la traduction d'abord et puis cette question par la suite, ou cette histoire de la traduction. Okay. Parce que je voudrais quand même qu'on cite le nom de quelqu'un qui a eu un rôle assez important en France, qui est Gabriel Garand. Il a créé Gabriel Garand, bon, qui a mis en scène notamment, qui était aussi compagnon de route d'Armand Gatti, dont on a parlé, donc père fondateur, c'est le premier qui a créé. J'ai monté ma première pièce, donc tu vois, père spirituel. Oui, père spirituel, le premier théâtre en banlieue, c'est Garand qui l'a créé à Aubervilliers, etc. Il crée dans les années 80 le Théâtre international de langue française. Et le principe, et ça je voulais savoir ce que vous en pensiez, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est Théâtre international de langue française, on joue donc des auteurs africains, on joue des auteurs antillais, québécois, suisses, belges, etc. On joue aussi du Duras. On joue du Duras, oui. Madame Barouin n'est pas là. Oui, avec d'autres mises en scène, etc. Bien sûr, bien sûr. Les Français n'étaient pas exclus de la francophonie. Voilà. Non, et moi j'ai joué ma première pièce dans ce théâtre aussi. Il dit, c'est des textes en langue étrangère qui n'ont pas besoin d'être traduits. Ah. Laurent. C'est lui qui doit répondre à ça. Ça dit tout, ça dit beaucoup de choses. Hein. De toutes les façons, sur le champ de la traduction, on a l'habitude de dire, et c'est peut-être une façon de répondre à cette remarque, on ne traduit pas une langue, on traduit la langue d'un auteur. C'est-à-dire que ce que l'on fait quand on traduit un artiste, un auteur, ce n'est pas traduire la langue, c'est traduire ce que lui-même fait de la langue, oui. À sa langue, à la langue dans laquelle il écrit. Et c'est bien ça qui est en jeu dans l'exercice de la traduction et qui fait que chaque traduction est une expérience unique et que le métier de traducteur est un métier, c'est un peu comme le tonneau des Danaïdes ou comme le rocher de Sisyphe, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut tout remettre, il faut remettre tout sur le tapis parce qu'à chaque fois, on entre dans un univers qui passe par la langue et donc la langue est modifiée aussi par ce qu'on a envie de dire. D'où le choix des mots, les équivalents, le rythme, enfin tous les critères qu'on a déjà un tout petit peu évoqué. Donc la question de, effectivement, théâtre français écrit en langue étrangère, théâtre en langue étrangère qui n'a pas besoin d'être traduit, moi ça me va très bien, bien sûr. Oui, parce que donc parle-nous un peu, Laurent, de ce que tu crois devrait être une bonne traduction. Parce que une traduction qui marche. Non, parce qu'on avait parlé de ça. Vous avez le temps Oui, mais on avait parlé de ça un peu hier, il me semble, et on avait beaucoup parlé d'une certaine fidélité et puis de cette notion d'adapter, le fait qu'il faut peut-être adapter le texte pour que ça se joue bien dans le contexte dans lequel ça se trouve. Et Laurent et moi, qui pratiquons probablement pas la même traduction, mais en même temps, on a cette même notion qu'il faudrait garder quelque chose de l'étrange dans le texte, pour qu'on sent l'autre, mais qu'en même temps, il faudrait que ça passe. Donc, moi, quand je réfléchis, alors moi j'ai un rapport à la traduction. Je suis moi-même, tu l'avais pas dit tout à l'heure, je crois, mais traducteur d'allemand. Je ne suis pas du tout traducteur d'anglais, je suis traducteur d'allemand. J'ai pas dit ça ? Non, tu as dit traducteur, mais ah oui, d'allemand. Nobody's perfect, exactement. Une langue, c'est presque une langue en voie de disparition. Donc, et quand j'ai une expérience de la traduction qui est une expérience pratique, qui est une expérience de terrain, mais
c'est à partir du terrain que moi j'ai réfléchi et que j'ai lu des ouvrages sur la traduction. Un de mes maîtres à penser dans le domaine de la traductologie, on va appeler ça comme ça, c'est Antoine Berman. Et je ne peux que recommander à toutes les personnes qui aiment la question de la traduction de lire L'Auberge du Lointain et les livres théoriques d'Antoine Berman sur la traduction. Et une des notions fondamentales de la réflexion d'Antoine Berman, il a fait tout un cycle séminaire au Collège de France sur ce sujet-là, c'est l'accueil de l'étranger. C'est l'accueil de l'étranger, c'est-à-dire que quand on traduit, qu'est-ce qu'on accueille de l'autre, ce qui l'amène évidemment très rapidement à faire une histoire de la traduction. Et à l'origine, presque toute entreprise de traduction, quand on remonte dans l'histoire de la traduction, est une démarche ethnocentriste. C'est-à-dire qu'on traduit pour son pays. C'est-à-dire que lorsque vous traduisez pour vos compatriotes, enfin les gens de chez vous. C'est pour leur faire connaître ce que... et l'histoire de la traduction en France, par exemple, France, pays de la langue qui a académisé la langue, les premières traductions de Shakespeare en français ont été des traductions où Shakespeare était entièrement corseté dans le canon français, dans la versification, l'alexandrin et la règle des 3 unités. À partir des traductions centrales qu'on avait fait du grec. Oui, ça. Ça commençait par Voltaire et ensuite c'était Ducis. C'est encore des travaux de la Comédie Française. Oui, un peu aussi. 1748, toute première. Et ensuite, les Ducis pour les pièces qui ont été jouées. Mais on adaptait complètement ça au goût français. Les Allemands, à la même époque, étaient beaucoup plus en avance sur l'accueil de la particularité et de la musique et du vocabulaire et de la construction du théâtre shakespearien. Le chemin a été très très long. On a longtemps en France traduit de façon plutôt assez ethnocentrique, en gommant les particularités. Et c'est un mouvement qui a peut-être 30-40 ans maintenant, qui a fait qu'on a de plus en plus exploré par le biais de la philologie aussi, ce que les écritures en langue étrangère avaient comme particularité pour essayer de penser la traduction comme le moyen de rendre compte du rapport d'un auteur à une écriture et à une langue. Et ça a complètement modifié le point de vue. Le point de vue n'était plus ramené à soi, mais qu'est-ce qu'on peut rapporter de l'autre. Alors, quand on parle du monde anglo-saxon en général, on a plusieurs écoles, mais oui. On a l'école effectivement de l'adaptation. C'est la fameuse histoire des premières traductions de Coltès faites par mais ça fonctionne toujours. Dans le cadre du Ubu Repertory Theatre, où la langue de Coltès était la poétique de Coltès qui ne fonctionne que sur le principe d'une langue concentrée. On tourne autour d'un sujet, les volutes, surtout dans la solitude chez des champs de coton. On estimait que ça n'allait pas plaire au public, et on traçait au milieu de ça pour aller droit au but. Évidemment, dans ce cas-là, on n'a plus du tout affaire à Coltès, ce n'est plus du Coltès au final.
C'est beaucoup moins intéressant, mais ça on l'a dit déjà hier, hein, c'est beaucoup moins intéressant que voilà. Et je pense que peut-être si Duras passe mal ici, c'est peut-être aussi à cause de problèmes de cet ordre-là. Mais ça, je te pose la question à toi, Julie. Oui, non, mais je pense pas que Marguerite Duras d'ailleurs a été merveilleusement bien traduit par Barbara Bray, qui a aussi traduit. Tom la connaît bien, la connaissait, elle est décédée maintenant, Barbara Bray, mais c'est une merveilleuse traductrice. Le problème, c'était plutôt, à mon avis, le jeu. L'impossibilité de trouver des comédiens où c'était pas une impossibilité, c'est qu'on n'a simplement pas cherché des comédiens capables de placer le texte. Parce que on était dans une autre cas de figure par rapport à... Oui, c'est pas du jeu psychologique, c'est pas... Bien sûr. Mais pas par la critique. Oui, mais la critique, est-ce que vraiment elle est essentielle? Peut-être. Oui. Alors, tu traduis également les romans? Non, j'ai traduit très peu de romans. Que les pièces? Voilà, à un moment donné, j'avais plus du tout le temps de faire autre chose, donc je suis resté. Les 80, c'est 80 pièces. Oui, ça en fait beaucoup. Donc, parce que il y a quand même une différence, évidemment, quand on fait des romans et des pièces. Et là, je suis en train de traduire mon premier roman, qui est le roman de Gerty. Mais heureusement, c'est une femme de théâtre. Donc, les rythmes, les conversations, les dialogues sont tels que je me sens à l'aise. Mais je pense que je ne pourrai jamais traduire une différente sorte de prose. Et là, c'est là où je me rends compte, en tant que traductrice, que je suis une traductrice pour certaines choses, pour certaines écritures, mais pas pour d'autres. Oui. Moi, ce que je voulais plutôt dire, puisque j'ai été présenté tout à l'heure à un traducteur de Novarina aux États-Unis, et ça me fait rebondir à ça. C'est-à-dire quand on traduit, la traduction théâtrale, elle a à voir avec la pneumatique. C'est-à-dire qu'elle a à voir avec le souffle. Elle a à voir avec... c'est-à-dire que quand vous traduisez des romans, bien sûr, les questions de rythme et les questions de ponctuation sont importantes, les questions de vocabulaire, bon, ça va de soi, de construction des phrases, de période, de longueur. Et quand vous traduisez du théâtre, vous êtes dans le maillon, le premier intervenant, juste après l'auteur, mais ensuite vous avez... alors d'abord pour la vision dramaturgique, le metteur en scène, mais surtout vous avez l'acteur. Et l'acteur, le fameux, ce que décrit Novarina, le conduit par lequel la parole monte et est proférée. Mais ça vaut à des degrés moindres pour quasiment tous les auteurs qui écrivent du théâtre, parce que le théâtre est fait pour être dit. Donc, la question de la respiration de l'acteur est essentielle. Et ce sont des éléments dont il faut tenir compte. Mais j'imagine que là, je dis des platitudes, c'est des choses qu'on... Pour les traductions de Kofi, par exemple, que j'en ai fait 2, mais Chantal Bilodeau en a fait beaucoup plus. Ouais. Et pour chacune des traductions, il y a eu quand même beaucoup d'ateliers, beaucoup de travail et des changements dans l'écriture. Et même, tu n'avais pas changé un peu ton texte en français en fonction de ça, il me semble? Oui, c'est-à-dire que j'avais vu la pièce jouer, et puis ça m'a permis de voir ce que je considérais moi comme une défaillance. Et dans la première traduction de Chantal, c'était le texte original, et puis donc j'ai repris, quoi. Après la représentation, j'ai réécrit le texte. Du coup, la version française est l'ancien texte, et la version qui me convient, c'est celle en anglais. Voilà, donc pour la traduction, en tous les cas, moi je suis comment on dit ça, un survivant. Voilà. Je me suis toujours considéré comme un écrivain survivant grâce à la traduction, et j'ai une dette énorme vis-à-vis des traducteurs, parce que quand il dit survivant, évidemment, la traduction ne sert pas à créer de la survie pour moi. Logiquement, c'est pour la survie des mots et des textes.
Mais dans le processus, étant donné que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, au début, en France, on trouvait que soit je faisais de la littérature dégénérée, que c'était pas africain. J'ai eu la chance, je ne sais pas comment ça s'est passé. D'ailleurs, mon premier texte édité, il a été en anglais. Donc, c'est une façon drôle d'entrer en littérature, c'est-à-dire que tu écris un texte et le premier livre que tu ouvres, c'est en langue étrangère. Donc, ensuite, ça a été édité en français en Belgique. Donc, la traduction m'a permis de survivre à une situation où je n'étais pas joué. Et quand je dis je suis survivant, c'est parce que les écrivains de ma génération, ben, ils ont tous déposé la plume ou les armes. C'est-à-dire, je prends tous mes amis, comme, ils ne sont pas malheureux, hein, non, c'est pas ce que je veux dire. Je prends Kaya, Kaya est l'éditeur aujourd'hui. Kossi, il se concentre sur les romans. Kutsi, il est professeur dans l'université à Mexico. Et, le plus jeune, José, il travaille dans le tourisme au Bénin. Donc, ministre, non, il est ministre, oui, non, ministre il n'est pas du ministre. tourisme. Il n'est pas ministre. Bon, enfin, bon, bref. Donc, Mais je suis encore là, moi. oui, mais toi, tu n'es pas africaine. voilà, tant pis. Donc, c'est pour cela que je me considère comme un survivant. Parce que sans la traduction, peut-être que je n'aurais jamais écrit, c'est parce que, grâce à la traduction, ces textes ont existé ailleurs, et ça m'a permis de croire que j'en faisais partie, jusqu'à ce que, bon, aujourd'hui, ça ne pose pas de problème en France, il n'y a pas de problème. Mais ce que j'ai remarqué, je passe sous ton couvert, c'est que, en discutant avec les traducteurs, je me suis rendu compte que, et puis en lisant mes traductions en anglais, mot à mot, comme certains textes en plus ont été traduits plusieurs fois dans la même langue, je me suis rendu compte que, d'abord, un traducteur, c'est un écrivain, mais un écrivain à part entière. Peut-être beaucoup plus important même, de mon point de vue, que ce que moi je fais. Parce que la traduction permet au texte premier, au texte de référence, de se souvenir de son propre futur. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Et c'est ça, et du coup, c'est-à-dire en permettant au texte de se souvenir de son futur, ça permet au texte d'éviter à une espèce de malédiction qui est celle de la totalité close. Et c'est parce que la traduction brûle le livre. Il y a trois façons de brûler le livre. Il y a l'autodafé, il y a la censure et la traduction. Mais les trois, c'est la façon de brûler la plus exaltante. Je n'ai jamais pensé que j'ai brûlé un livre, en traduisant ici. Oui, c'est une façon de brûler le livre, parce que c'est ça qui lui permet justement, c'est un processus que la traduction devient le lieu de l'expansion du sens. C'est de là. Et c'est parce que, et tu l'as très bien dit, c'est que souvent, je vois des auteurs qui disent « Oui, mais il n'a pas traduit mon texte comme il faut. » J'ai oublié votre nom. Non, Tom, je connais. Florent. Non. Monsieur. Oui. Voilà. On discutait tout à l'heure par rapport à, je le dis pompeusement, ma traductrice japonaise, qu'il connaît, et il me disait, mais est-ce que vous écrivez des fois? Je dis non, on ne s'écrit jamais. Avec d'autres traducteurs aussi, c'est la même chose, hein, c'est pas par rapport à elle. Parce que pour moi, ce n'est pas très, très important. C'est la seule chose qui nous relie, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que je parlais de ma survie, mais ce n'est pas ça son travail, c'est le texte. C'est le texte. Et je ne m'attends pas à retrouver dans la version japonaise que je ne lis pas mon texte. Parce que la traduction, pour moi, c'est de la rupture. Ce n'est pas le passage répétitif d'un sens ou du sens. Ce qui est impossible d'ailleurs. Voilà. Qui peut pas parce exister. qu'une langue, par définition, est un autre univers, est une autre émotion au monde. Donc, c'est ça, c'est ce que je veux voir. Mais en même temps, et bon, je te paraphrase, je n'ai pas le choix, mais il y a quelque chose que le traducteur fait passer, c'est ce que j'ai observé, quelles que soient les traductions, c'est ce qui rend le texte étranger à lui-même. C'est ça son travail. Et c'est ça qui est le texte. C'est ce qui, dans le texte, le rend étranger à lui-même. Et c'est pour cela que je dis ma dette vis-à-vis des traducteurs est inestimable, parce que c'est eux qui m'ont fait exister comme écrivain. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il est parfaitement inepte et vain
de traduire un texte en l'adaptant au code de l'écriture dans son propre pays. Parce que, à quoi bon les auteurs de son propre pays, ils les écrivent déjà, ces pièces. On n'a pas besoin d'aller prendre les pièces des étrangers pour les mettre, les faire ressembler à des pièces de son propre pays. Ça, c'est une démarche qui est inutile. Aucun auteur ne pourra jamais égaler ce qui vient du rapport intrinsèque qu'on a avec sa propre langue. C'est toujours une expérience d'altérité, et ça doit l'être. Mais je te sens dubitatif, Christian. Non, mais là, tu gères quand même une maison qui traduit 27 langues. Hein. Donc, tu as tout un groupe de traducteurs qui s'occupe de 27 langues, qui traduisent. Est-ce que ça marche pareil pour tous les traducteurs? Bien sûr que non. Je crois que chaque langue aussi a ses exigences, ce qui fait que la traduction est différente selon la langue. C'est difficile pour moi de répondre à cette question-là, parce que moi, je ne traduis que d'une seule langue. Oui. Il faudrait que je lance une petite enquête auprès de mes traducteurs, mais il faudrait trouver la bonne façon de poser la question. En parlant avec des pas poètes, sûr, je suis pas sûr en parlant avec des poètes qui ont été traduits. Mais c'est pas sur les différences de langue, en fait. C'est sur sur le fait que chaque auteur, quelle que soit sa langue, est différent d'un autre. Oui. C'est que chaque auteur fait quelque chose de différent à sa propre langue, et c'est pour ça qu'il est auteur et qu'il n'est pas chroniqueur ou journaliste. Mais il y a des choses qui sont terribles dans des langues qui sont très musicales, par exemple, et qui ont une certaine musique, et que c'est pas possible de traduire cette musique dans ta langue. Et je prends l'exemple d'un copain nigérien qui écrit en yoruba et en anglais, et il est traduit en français. Merveilleusement bien traduit en français par une des meilleures traductrices en français des œuvres anglophones africaines. Mais il préfère ces traductions en japonais, parce que pour lui, ça sent beaucoup plus proche à la langue qu'il imagine, à la musique de sa poésie. Oui. Donc c'est une question que j'aurais voulu poser à Kofi, qui a quand même vu beaucoup de traductions. Est-ce que tu te sens plus proche à certaines qu'à d'autres? Oui, au début, je me sentais plus proche J'avais l'impression que mes pièces auraient dû être écrites en anglais directement. C'était la respiration, je dirais, naturelle de ma langue, si je peux parler comme ça. Peut-être parce que j'ai une habitude aussi de la culture américaine à travers le cinéma hollywoodien, quand j'étais petit, la musique américaine, le monde américain. Donc, peut-être consciemment ou inconsciemment, j'ai intériorisé cette respiration qui ressort. En italien aussi, je trouve que mes pièces sonnent très bien, mais quelle pièce ne sonnerait pas bien en italien? Donc, voilà. Donc, l'annuaire du téléphone sonne bien en italien. Même l'annuaire du téléphone sonne bien en italien. Et puis, il y a des langues où je me sentais un peu étranger, et je me suis rendu compte que même ces langues-là me parlent toujours. C'est-à-dire, expriment des parts de moi, peut-être que je ne soupçonnais pas. Donc, je me suis rendu compte que j'avais un rapport avec ces langues, finalement avec toutes les langues. Je n'ai pas été traduit dans toutes les langues, hélas. Mais les langues dans lesquelles j'ai été traduit, je me suis rendu compte qu'au début, c'était l'anglais et l'américain, l'américain et l'italien. Je précise l'américain parce que j'ai entendu des textes en anglais d'Angleterre, je n'ai pas eu la même émotion qu'en anglo-américain. Ben ça, c'est une chose intéressante aussi. Mais pour rebondir sur ce que tu disais sur la musique, oui, effectivement, bien sûr que parfois il y a des musiques qui ne sont pas transposables dans une autre langue, mais il y a des systèmes de notation musicale différents. La question n'est pas tellement de s'appliquer à la seule musicalité, mais traduire, c'est aussi une question de transposition d'un système. Une œuvre, c'est un système, c'est une cohérence. Et c'est cette cohérence-là qu'il faut rendre dans une autre cohérence. Alors si le rythme ternaire ne convient pas, eh bien tu peux inventer un rythme quaternaire ou un rythme ou syncopé, mais pourvu
que tu construises un système. C'est-à-dire que ce qui va... Et ne jamais oublier que l'œuvre, avant d'être lue, quand elle est représentée, elle est surtout entendue. Et donc la question de l'oreille est primordiale. Alors si ce n'est pas tout à fait le même rythme, si ce n'est pas tout à fait la même musique, on peut exprimer des choses similaires dans une autre musique. Oui, mais il faut trouver la musique. Ah ben, il faut trouver la musique, mais ça, on n'a jamais dit que c'était facile, hein, c'est du boulot, hein, la traduction. C'est pas juste prendre un dictionnaire et puis choisir des mots. Après, sur la question de ce que tu disais sur le fait que les traductions anglaises d'Angleterre convenaient moins bien que les traductions américaines, on sonnaient moins bien. Sonnaient moins bien, oui. On fait souvent l'expérience, effectivement, j'avais fait des expériences avec des textes écrits dans des français avec fort recours à des expressions vernaculaires, une langue extrêmement relevée, avec des néologismes, avec un rapport à la langue plus inventif. C'est généralement mieux traduit par exemple, quand on le traduit en anglais, dans un anglais qui est lui-même qui a un rapport libre par rapport au canon et par rapport à la correction et à l'académie de la langue. Les Québécois, quand ils sont traduits en anglais d'Europe, sont mieux traduits par les Écossais que par les Anglais, par exemple, parce que le rapport des Écossais à la langue anglaise est beaucoup plus et moins académique que Nous, en France, on a un certain nombre de difficultés par rapport à des... Alors moi, en tant que traducteur de l'allemand, je rencontre souvent, et les traducteurs de l'italien rencontrent les mêmes difficultés, puisqu'il y a énormément de différences régionales dans l'allemand, mais y compris au niveau du vocabulaire, du rythme, de la construction des phrases, et c'est le cas pour l'italien aussi. Et trouver lorsque vous avez une pièce de Gerhard Hauptmann, par exemple, qui fait intervenir dans le Berlin des années 20 un juif polonais qui parle allemand, un berlinois, un gars qui vient de Munich, un viennois et un gars qui vient du Bade-Wurtemberg, et que tous ces gens-là parlent ensemble, évidemment qu'ils parlent allemand, mais ils ne parlent pas du tout le même allemand. Oui. Comment vous allez faire dans une langue aussi académique que le français, pour rendre compte de ces différences-là qui sont fondamentales parce qu'elles expriment des origines différentes, des points de vue sur le monde différents, une histoire différente, etc. Alors comment tu fais Comment on fait? Tu inventes Oui, tu inventes c'est-à-dire que tu prends d'autres langues régionales. Mais pas du tout, c'est la grosse erreur. Il ne faut surtout pas imaginer qu'on va traduire un bavarois en faisant un marseillais, parce que ça, c'est absolument ridicule. Mais parce que en France, les parlers régionaux ne sont plus des parlers, ils sont stigmatisés. Non, on invente. Oui, ben c'est exactement le problème et que c'est là j'avais où on en traduisant quelques textes de la Martinique il y a longtemps, de trouver une langue ou des textes acadiens. J'ai traduit un texte acadien. Alors là, il fallait inventer, mais complètement. Ouais. C'est le cas. Là, les Allemands viennent de sortir une anthologie d'auteurs francophones, pas français, disons. Voilà. Je ne sais plus comment le dire, enfin d'auteurs qui écrivent en français mais qui ne sont pas français, et la question du répertoire, de comment puiser dans les ressources de sa propre langue, quitte à inventer, c'est posé sans arrêt, et c'était absolument passionnant. C'est passionnant, ça nourrit incroyablement la langue. Oui, là je me souviens très bien y compris ta propre il y a langue, longtemps, mais ce séminaire où on était ensemble au Québec et on cherchait des traductions pour les mots salas, et les Mexicains avaient beaucoup plus de mots que nous autres. C'était bon. Et puis un pays où, comme chez nous, le registre des jurons, il est essentiellement lié au sexe, au cul et à la scatologie, alors qu'il y avait plein de pays où c'est lié à la religion, par exemple. Oui. Les puta madre,
etc., etc. Comment ce type de registre-là, c'est très très intéressant à travailler. Il faudrait faire un jour un séminaire sur la traduction des mots, des jurons, oui, et des mots qui ont trait au sujet tabou, quoi. Ça serait absolument passionnant. Ça raconte tellement de choses. Je nous arrête pour que vous Mais preniez oui, la parce que parole. Christian, il avait des choses à dire. Oui, non, je ne voulais pas te contredire, mais je voulais simplement te donner un contre-exemple historique où il faut bien passer par l'utilisation du canon pour faire passer quelque chose. Et inversement, pour donner l'excellent exemple que tu donnes pour l'Italie, qu'est-ce qu'on fait en Italie quand on fait monter Shakespeare par des gens qui sont en prison dans le sud de l'Italie? C'est exactement le sujet d'un film absolument génial des frères Taviani qui s'appelle Cesare deve morire. C'est-à-dire, et là, l'ensemble des détenus a un parler qui est ou de Calabre, ou de Naples, ou de Sicile. Et l'idée, c'est d'adapter Shakespeare pour que ça dise quelque chose à ces gens-là, et pas de transmettre exactement Shakespeare, parce qu'on s'en fout complètement de transmettre exactement Shakespeare, mais au contraire, qu'il faut qu'il soit absolument approprié par les détenus pour pouvoir en faire quelque chose. Et ça donne un film absolument extraordinaire, y compris d'ailleurs dans la fin, parce que ça leur change leur vie. Mais je repars sur le 17e, et je repars sur le 18e, et plus particulièrement sur ce type dont on parlait, qui s'appelle Antoine de Laplace. Antoine de Laplace, il prend Shakespeare et il dit, voilà, je suis très embêté parce que en ce moment, on est au début du XVIIIe siècle, les Anglais règnent partout, en philosophie, en commerce, y compris par les armes, ils ont aussi du théâtre. Et leur théâtre contemporain, ça va à peu près. Mais alors, le théâtre dont ils sont très fiers, c'est Shakespeare, c'est absolument insupportable. Donc, comment je vais faire? Eh ben, j'utilise la manière dont Brumoy, c'est-à-dire un jésuite qui a traduit Eschyle, surtout Sophocle et un tout petit peu Euripine, a traduit. C'est-à-dire qu'il va traduire les beaux passages, les passages qui ressemblent au canon français en alexandrin, le reste, les passages qui seront un peu moins à même de pouvoir être traduits en alexandrin en prose, et ce qui est vraiment impossible et vraiment trop anglais, on le résumera en italique. Bon. Et c'était la même chose pour Eschyle, qui était considéré comme à peu près aussi barbare que Shakespeare. Oui. Cela dit, c'est grâce à ça que le théâtre français a changé. C'est-à-dire, c'est grâce à ça qu'ensuite, avec Voltaire et ensuite avec Ducis, etc., Shakespeare a peu à peu été incorporé à la scène française pour avoir un Shakespeare français radicalement différent du Shakespeare allemand. Ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière, ni l'un ni l'autre, jusqu'à très très tard. Autrement dit, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut en passer par là. Il y a un moment où alors, toi, tu parlais à la fois en traducteur de l'allemand et dans notre modernité. Mais il me semble que toute l'histoire de la traduction, c'est un lent passage et une lente adaptation à l'intérieur de nos démeurs qui sont les mœurs du pays. Et après, peu à peu, on peut affronter absolument l'étrangeté. Mais d'un coup, je ne crois pas. Oui, mais ce qui a radicalement changé le point de vue de la traduction sur Shakespeare en France, c'est la Révolution romantique. C'est-à-dire que c'est quand la génération de Victor Hugo, c'est Hernani. Enfin, c'est quand on change à l'intérieur de l'écriture théâtrale française les codes de narration. C'est le Mort de Venise, c'est-à-dire en 1828, Vigny qui traduit Othello, enfin qui adapte, qui ne traduit pas, mais il met ce qui a été rappelé hier, le mot mouchoir. Le premier à l'avoir fait à peu près dans le respect de Shakespeare, c'est François-Victor Hugo. Ben voilà, tout incorrect que sont ses traductions par ailleurs. C'est le respect qui me gêne, décidément. C'est-à-dire que tant qu'on gardera l'idée de la vérité, du respect et de la fidélité, pour le théâtre bien sûr, comme élément absolument majeur du système, ça ne pourra jamais marcher. Non, mais là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'accueil de l'étranger. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu accueilles de Shakespeare quand tu le traduis et qu'est-ce que tu accueilles lorsque tout à coup, tu es le fils de Victor Hugo et que tu fais, bon, on va essayer de faire sonner ça comme on l'entend quand les acteurs anglais sont venus jouer Shakespeare à Paris
en 1800, je ne sais plus, 22, 23, et que là, tout à coup, ça a été comme l'arrivée de Brecht à Paris en 56. Tout à coup, c'est la révolution. C'était waouh. Donc, ça peut se jouer, ce théâtre-là. Mais ce qui est sûr pour les traductions, c'est comme un peu comme le théâtre. On est dans l'éphémère, parce qu'on sait très bien que sa traduction va durer 10 ans, pas plus. Puis qu'il faudrait une nouvelle. Mais en littérature, c'est pareil. Toute grande œuvre doit être traduite à peu près tous les 20-30 ans. Bien sûr, parce que la langue évolue. Mais c'est une spécialité française, notamment chez Shakespeare. Parce que les Allemands ont eu des traductions orthodoxes, je crois que c'est celle de Schlegel, qui a duré beaucoup plus longtemps. De Winkelmann, oui. Et c'est une spécialité française. Je dirais même que c'est une spécialité française qui s'est peut-être inventée par et à cause de Shakespeare. La nécessité de le retraduire toujours et encore. Et toutes ces traductions ont été particulièrement fidèles quand elles ont été des trahisons. Et c'est elles qui ont enrichi Shakespeare. Et qui ont fait que c'est l'auteur français le plus joué au Festival d'Avignon. Bien sûr. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Oui, Olivier, oui. Je n'arrête pas de penser au débat qui a eu lieu précédemment et que j'ai trouvé absolument passionnant et qui m'a beaucoup aidé dans les questions que je me pose aussi de représentation des minorités, de diversité. Excusez-moi si ce sont quelquefois des mots pièges. Je crois que l'Afrique est malgré tout assez bien représentée par rapport à d'autres parties du globe en France, parce qu'il y a effectivement souvent l'avantage de la francophonie. Pour ce qui est de la représentation de la diversité, je pense qu'il est vraiment important de prendre en compte pas simplement le phénomène racial, je crois que c'est très important ici, mais aussi un phénomène social en France qui est la reproduction des héritiers. Et c'est d'abord ce système-là qu'il faudrait arriver à mettre à bas si l'on veut qu'il y ait des gens qui aient une autre origine, qui prennent vraiment leur place dans la société civile. Le problème en France, c'est que ce sont presque toujours les héritiers qui ont les places. Ça a été suffisamment dit et analysé. Alors, ce n'est pas du tout pour minorer le manque de responsabilité que nous avons. Moi, personnellement, je ne me sens pas un héritier, mais je suis un homme de responsabilité. Et il est certain que je n'en ai pas fait assez, tout simplement parce qu'on n'en fait jamais assez pour la représentation de la diversité. Excusez-moi, j'étais trop long. Oui, Sarah. Je ne sais pas si je peux poser une question à David Lescaut. Oui. Ah oui. Mais c'est au sujet précisément de la voix d'une autre race et de la traduction, dans la mesure où sa pièce fait référence au yiddish, à des séjours en France et en Angleterre. Le dialogue est censé être produit à l'origine en polonais et la pièce se prononce en français. Et je ne sais pas si les acteurs sont multilingues ou monolingues. J'aimerais savoir un peu quel est le statut de la langue française dans la pièce que nous avons entendue jeudi soir. Oui, alors c'est assez complexe. En fait, au départ, la langue de ces personnes que j'ai interrogées, dont j'ai recueilli le témoignage, c'est le polonais, puisqu'ils sont nés en Pologne. C'est des juifs polonais qui ont la particularité de ne pas parler enfant le yiddish dans leur famille, ce qui est déjà une exception. Puisque dans toutes les familles juives en Pologne, dans la plupart, vraiment, mais la grande majorité, on parle yiddish avec les enfants. Eux, on ne parle pas yiddish. On parle polonais. Donc, ils vont dans des lycées juifs, ils vont dans des écoles primaires juives, mais l'enseignement se fait en polonais, ce qui est déjà une exception. Enfin, pour
En tout cas, eux sont dans ce type d'exception. Donc, ils apprennent le polonais. Ensuite, ils viennent en France. Pour l'un d'entre eux, donc il vient en France, il apprend le français, mais en cours de route, c'est-à-dire quand il a à peu près 10 ans. Et l'autre sa cousine donc, va en Angleterre, donc elle apprend l'anglais. Donc moi ensuite, quand je rencontre lui, il parle français, je l'interroge en français, il parle français maintenant, il parle français sans accent, avec cette petite manière de parler des juifs parisiens, qui ont grandi en France dans ces années-là. Ce n'est pas un accent, c'est une manière de parler, il y a quelque chose que je reconnais, moi, parce que je reconnais ça de mon père, ou je reconnais ça de... Bon, voilà. Donc, ça je reconnais, bon, mais ça c'est bon, il a aucun accent. Il parle français depuis 70 ans. Bon. Alors, elle, en revanche, elle vit en Angleterre. Et donc, elle parle anglais. Mais elle parle anglais avec un accent polonais qui fait que c'est terriblement difficile à comprendre pour moi. Et en fait, ça se traduit... Moi, je décide de tout jouer en français. Voilà. Oui. Parce que l'entretien, il se passe en anglais. Mais ce qui est important, c'est que l'entretien, c'est que le questionneur et le questionné parlent la même langue, pour moi. Moi, je fais l'effort de parler en anglais. Ce n'est pas tellement un effort de parler en anglais, c'est un effort de la comprendre, parce qu'avec l'accent polonais, il faut vraiment s'accrocher pour comprendre. Et il reste quelque chose de ça, mais dans le texte. Et dans le texte, ce qui reste, c'est que je ne suis pas toujours sûr d'avoir compris ce qu'elle m'a dit. Je lui demande plusieurs fois de me répéter. Je la cuisine un peu, etc., etc. Mais j'ai décidé de tout faire jouer en français parce que voilà, il fallait trouver une langue commune entre l'interrogeur et l'interrogé. C'est ce que j'ai décidé de faire. Et vous n'avez jamais pensé demander à la comédienne, ou du moins à ce personnage, de parler avec un accent, même en français? Non, surtout pas, parce que je voulais qu'il n'y ait aucun effet d'imitation des acteurs à l'égard de leur personnage. Jamais, pas du tout. Je voulais tout le contraire. Je voulais que le témoignage de l'acteur soit tellement naturel, qu'il l'ait tellement intégré, qu'on ait l'impression que c'était leur propre souvenir. Même s'il y a 40 ans d'écart entre l'interprète et le personnage. C'était ça qui était important pour moi. C'était qu'on parle et qu'à un moment, on oublie qui parle, simplement on écoute ce qu'il raconte. Et de même que je n'ai jamais eu l'idée d'engager des acteurs de 80 ans. Je voulais que ce soit des acteurs de 40 ans. Il fallait absolument qu'il y ait un écart, et cet écart, il n'y avait que le théâtre qui pouvait l'apporter. Vous ne pouvez pas faire ça au cinéma, c'est complètement absurde. Les gens regardent, disent bah non, alors qu'au théâtre, vous pouvez. Et ça, cet écart-là, c'était ça qui m'intéressait. Et je ne sais pas exactement pourquoi, je ne peux pas le théoriser, mais je pressentais que ça produirait un effet. Ça va ? D'autres questions ou remarques ? Oui. Alors, j'ai deux questions. La première serait quelque chose comme est-ce que tous les théâtres sont traduisibles? La deuxième, ce serait peut-être est-ce que vous, les artistes français, est-ce que vous n'avez pas de doute sur la politique linguistique française? Sur la politique linguistique française. Politique linguistique. C'est-à-dire que, en fait, oui, depuis hier, la discussion entre les Français et les Américains, pour moi, c'était très intéressant. Comme je suis un peu étranger à tous les deux, même si j'ai beaucoup d'attachement à la culture française. Et en fait, donc là, je pense qu'il y a deux universalismes qui ne sont pas tout à fait compatibles par rapport à la langue. Par exemple, surtout, en tout cas, en France, il y a une langue nationale, mais apparemment ici, je viens de savoir, mais aux États-Unis, il n'y a pas de langue officielle. Et je pense que ça fait une grande différence. Et actuellement, je suis venu ici pour réfléchir sur le théâtre asiatique, en fait. Ça fait un peu bizarre, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de formes théâtrales dans le monde, mais est-ce que toutes les formes théâtrales sont traduisibles?
est-ce que, par exemple, les Français peuvent jouer en français le katakali ou le kabuki, ou je ne sais pas, mais parce que souvent, une forme théâtrale est très liée à une langue, et j'ai l'impression que je n'ai aucune volonté de trahir ou contredire mes maîtres ou mes amis français, mais j'ai l'impression qu'au moins aux États-Unis, ils sont, comment dire, plus ouverts par rapport aux formes théâtrales, parce qu'il y a ce rapport à la langue. Ils ne sont pas obligés de faire parler anglais par tous les artistes ici. Donc, je pense que l'universalisme français est très fondé sur cette unilinguisme. On dit quoi? Unilinguisme, on dit. Donc là, c'est quelque chose qui a été établi depuis 3 siècles. Petit à petit, la langue nationale a conquis toute la France depuis 3 siècles, et même ailleurs, les pays francophones, ce qu'on dit. Alors, est-ce que, donc, parmi vous, les artistes, les auteurs français francophones, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cet unilinguisme français? D'abord, sur les formes, est-ce que tout théâtre est traduisible? À ma connaissance, on n'a jamais représenté de théâtre kabuki en français sur les scènes françaises. C'est toujours des troupes japonaises qui viennent et qui sont surtitrées. Je veux dire, c'est comme l'opéra de Pékin, sauf quand ce sont des auteurs japonais contemporains qui explorent ces formes-là et qui écrivent des pièces dérivées où on arrive effectivement à... Mais c'est clair que toutes les formes de théâtre... surtout les traits aussi codifiés que le théâtre, que le kabuki, que le no, sont dans les œuvres originales sont pas traduites, et je suis pas sûr que ça soit tout à fait intéressant de les traduire. Mais oui, il existe des traductions, mais enfin, je dois représenter, représenté par des acteurs français qui se mettraient à mettre du no ou du kabuki. Mais je suis pas, parce que c'est pas du tout là, les acteurs sont pas formés à ce théâtre-là, tout simplement, il me semble. Ensuite, sur l'unilinguisme français, d'abord, tous les Français ne se ressemblent pas. Hein. Le français qu'on parle au Québec, ou qu'on parle aux Antilles, ou qu'on parle en Afrique, n'est pas le même que le français qu'on parle en France. Là, il y a un phénomène hexagonal qui est un phénomène d'académisme, hein, qui fait qu'il y a une langue qui a été et qui, au contact d'autres façons de parler le français, a pu bouger. Et puis, à l'intérieur de la langue, évidemment, la langue parlée évolue beaucoup. L'argot, le verlan, enfin toutes les formes et qui peuvent intervenir dans la traduction du théâtre. Tout dépend de quel type d'œuvre on traduit. Enfin, je veux dire, l'unilinguisme français au théâtre est une notion assez relative. Juste un tout petit mot. L'immense avantage des surtitres, c'est que c'est une traduction quand même, c'est-à-dire ça permet de comprendre quelque chose. Moi j'ai vu par exemple des opéras chinois à Nankin avec une traduction anglaise à côté, ce qui me permettait de comprendre de quoi il était question. Oui, ça. Bon. Alors après, c'est pas une traduction pour le théâtre, mais c'est une traduction qui permet de comprendre à peu près ce qui se passe. C'est informative, oui. Mais il ne faut pas être contre le fait qu'il y a aussi des traductions informatives. Oui, qui pour certaines formes de théâtre, une meilleure solution, je dirais. Oui. Tout à fait. Ouais, on peut même bientôt faire ça avec du Racine. On mettra les sous-titres en français contemporain.
Mais je pense que peut-être que le français que rencontre monsieur est peut-être universitaire, mais je ne parlerai pas d'unilinguisme en France, hein, pas du tout. Je pense qu'il y a plein de Français différents en France même, dans quel que soit l'endroit où on va, puisque c'est précisément ça qui est intéressant, c'est que le français contemporain est nourri par toutes les cultures et les identités qui viennent le traverser. Donc, donc là, en fait, là, peut-être que je parlais en même temps, je parlais trop de choses en même temps, mais en fait, la question n'est pas la diversité de la langue française, mais plutôt, par exemple, là, il n'y a pas vraiment un théâtre arabe qui se joue en arabe en France. Et un peu, oui, mais au moins, c'est une pratique plus courante aux États-Unis. Qui a d'autres langues en France, on jouerait des théâtres dans d'autres langues, oui, bien sûr. En chinois, etc. Mais, il y a du théâtre alsacien. Ah bon. Là, oui, tout à fait. Oui. Non, mais ce sont des phénomènes périphériques, effectivement. En fait, oui, c'est ce que... Oui. Ce que je voulais dire, c'est que, par exemple... Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas une société communautariste. Oui, ça aussi, je comprends tout à fait. Mais c'est que, par exemple, pour un étudiant, pour un artiste asiatique qui veut étudier le théâtre en France, comme la notion de théâtre même est très liée à l'histoire du théâtre français, ils sont obligés de savoir ce que Racine, Molière... c'est le cas dans tous les pays d'Europe. Oui, mais aux États-Unis, ce n'est pas toujours le cas. Mais oui, mais bien sûr, c'est pas l'Europe, c'est ça. Justement. Voilà, c'est pour ça que je parle de, comment dire, une différence entre deux universalismes, entre voilà, français. Oui, il n'est pas lié à la. Non, mais c'est pas la même question. Ouais. Bon, alors, je pense que c'est le moment. Oh, ah oui, une question de plus, et puis on s'arrête. Hein. Mais il y a du café à côté, et nous allons prendre une demi-heure avant de recommencer donc à 17h. Mais monsieur a une question à poser. Merci, je voulais juste noter deux choses. Première chose, c'est que je constate qu'il y a en effet traduction comme équivalence linguistique, n'est-ce pas? Et après, il y a traduction comme, par exemple, Coltès était un des traducteurs de Shakespeare. Sauf qu'il disait qu'il a traduit en tant qu'écrivain et non pas en tant que traducteur, étant donné que son niveau d'anglais n'était pas assez bon. Deuxième chose, je voulais simplement aussi noter qu'on a demandé à Jean Genet pourquoi est-ce qu'il n'écrivait pas en argot. Et il avait dit, je n'écris pas en argot parce que seulement les bourgeois peuvent se permettre d'écrire en argot pour être reçus. Et ce qui revient en effet à cette notion que deux écrivains de théâtre en France qui ont fait impact, qui ont fait quasiment scandale, n'est-ce pas, sur la notion de diversité, sont ironiquement Genet et Coltès, y compris donc l'affaire Coltès avec la Comédie Française. Et d'où le paradoxe. Et comme on le constatait, est-ce qu'un écrivain donc non français aurait pu faire aussi avoir un impact aussi fort ou faire autant de scandale sur la notion même de la diversité, par exemple. Un auteur non français. Donc, comme Harry Manan, on interdit ces pièces parce que c'est 47, on ne veut pas parler des massacres à Madagascar. Sauf El Bawadi, c'est les questions de Mayotte, on ne veut pas en parler. Pierre Gop, bon, c'est une colonie, on ne va pas parler des colonies. Donc tu dis que ça doit être des Français, mais ils ont droit. Non, une chose que j'avais remarqué. C'était juste j'avais juste une question.
Une notion que c'était extrêmement On joue plus provincial, beaucoup, votre hein, présentation Catherine du Yacine, théâtre parisien. Là, c'est... Enfin bon, je ne vais pas rentrer dedans, mais c'était des questions des langues, comme si, pour les Québécois, par exemple, c'est une langue qui n'est pas traduisible. Les Français ne se permettent pas d'écouter la langue québécoise. Eux, ils veulent la langue québécoise traduite. Et quand vous avez dit que... Ah, c'est plus le cas. Ce c'est n'est plus le cas depuis longtemps. Les langues régionales qui sont stigmatisées, je crois que c'était... Merci, Gertie, de dire que oui, il y a ces richesses, mais c'était curieux de voir... Non, sur le québécois, c'est plus le cas. C'est plus le cas depuis longtemps. Hein. C'est-à-dire qu'on a largement abandonné depuis plus de 20 ans l'idée d'adapter les pièces écrites en québécois, Mais il est vrai, en français de France. Vraiment, ce n'est plus le cas. Une des expériences avait été tentée. Je sais qu'à un moment donné, c'était qui comment elle s'appelle une auteure française s'était essayée à traduire du québécois en français, mais c'est ridicule. C'était parfaitement ridicule. Oui, c'était Noël Renaud. Et merci, Kofi. C'est Noël Renaud. Et elle a même reconnu quelques années plus tard que c'était une aberration. C'est une aberration. C'est une aberration. C'était beaucoup plus intéressant d'ouvrir la réception à la diversité des façons de parler des Français, selon qu'on vienne de différents pays. Et on comprend très bien. Moi, j'ai fait des tas de lectures de pièces québécoises à la Comédie Française. Je peux vous dire que au bout de la 3e fois que vous entendez les expressions, vous savez exactement, même si vous ne comprenez pas tout de suite ce que ça veut dire la première fois, la 2e fois, la 3e fois, c'est un système. Hein. C'est un système, une langue. Donc... Mais quand même, c'est vrai il demeure un problème en France sur les questions des langues régionales, puisqu'il n'y a pas si longtemps, l'Europe a encore demandé à la France de ratifier. Ah oui, oui. Non, mais ça, c'est je ne sais pas comment on réussira à sortir de ça. Et la France a refusé. Bien sûr. Et c'est vrai que le créole... La France a refusé de signer la charte des langues régionales. La charte des langues régionales. La charte européenne des langues régionales, la France ne l'a toujours pas ratifiée. Refuse de la ratifier. Oui, oui. Et bon, c'est vrai que, par exemple, tu parles du québécois. Parce qu'on ne parle plus de langue régionale en France. Française, mais il n'y a pas du tout de pièces en créole à la comédie. Enfin, il y en a eu une fois, une lecture une fois. Non, mais monsieur pose une question, je lui réponds. Non, mais... À part ça, moi, je ne suis pas un défenseur acharné du créole. J'écris en créole, mais je ne fais pas que ça. Mais puisque monsieur pose la question des langues régionales en France, je lui réponds. Bon, je crois sur ça, on va se faire des Thibauts. Ouais, on va aller continuer la Thomas, et boire une tasse de café. Merci beaucoup.